Dhaka, 1829. The gardens of the princely palace of Dhaka rustled under the monsoon. A young man of 20, Prince Dhaka, son of the Raja of Bundelkund, contemplated the storm clouds on the horizon. His English tutor, Professor Harrison, interrupted his reverie. "Your Highness should come inside." "The rain." "Rain does not frighten me, Professor," replied Dhaka without turning around. "You have taught me the sciences of Europe, but I learned alone to love the elements." Dhaka, 1829. Les jardins du palais princier de Dhaka bruissaient sous la mousson. Un jeune homme de 20 ans, le prince Dhaka, fils du Raja du Bundelkund, contemplait les nuages d'orage à l'horizon. Son tuteur anglais, le professeur Harrison, l'interrompit dans sa rêverie. « Votre Altesse devrait rentrer. »« La pluie ?»« La pluie ne m'effraie pas, professeur, » répondit Dhaka sans se retourner. « Vous m'avez enseigné les sciences de l'Europe, mais j'ai appris seul à aimer les éléments. » The professor approached, worried by his student's tone. "I received your admission to Oxford University. Your father will be delighted." Dhaka finally turned, his black eyes gleaming with a troubling intensity. "I will not go to England, Professor. At least, not as you hope. But your education." "My education." The prince gave a bitter laugh. "To learn what?" "How your empire plunders my country." Le professeur s'approcha, inquiet du ton de son élève. « J'ai reçu votre admission à l'université d'Oxford. Votre père en sera ravi. » Dhaka se tourna enfin, ses yeux noirs brillant d'une intensité troublante. « Je n'irai pas en Angleterre, professeur. Du moins, pas comme vous l'espérez. Mais votre éducation. » « Mon éducation ?» Le prince eut un rire amer. « Pour apprendre quoi ? Comment votre empire dépouille mon pays ? » The professor paled. "Prince Dhaka, I beg you. These ideas are dangerous. Truth is always dangerous for oppressors." Dhaka placed a hand on his tutor's shoulder. "You are a good man, Professor. But your nation is not. What do you intend to do?" "Learn. But not at Oxford. I will go to France, to Germany, wherever I can acquire the knowledge that will liberate my people." Thunder rumbled in the distance, as if to underscore his words. Le professeur pâlit. « Prince Dhaka, je vous en prie. Ces idées sont dangereuses. La vérité est toujours dangereuse pour les oppresseurs. » Dhaka posa une main sur l'épaule de son tuteur. « Vous êtes un homme bon, professeur. Mais votre nation ne l'est pas. Que comptez-vous faire ? Apprendre. Mais pas à Oxford. J'irai en France, en Allemagne, partout où je pourrai acquérir les connaissances qui libéreront mon peuple. » Le tonnerre gronda au loin, comme pour souligner ses paroles. Paris, 1839. In a laboratory at the Sorbonne, Dhaka, now known by the simple name of Nemo, nobody in Latin, was completing an electricity experiment under the admiring eye of his professor. "Extraordinary, Monsieur Nemo! Your theory on electrical energy conversion could revolutionize science." Nemo turned off his apparatus. At 30, he had become an imposing man, with a profound gaze and rare speech. "It is only a step, Professor Aronnax." Paris, 1839. Dans un laboratoire de la Sorbonne, Dhaka, désormais connu sous le simple nom de Nemo, personne en latin, achevait une expérience d'électricité sous l'œil admiratif de son professeur. « Extraordinaire, Monsieur Nemo. Votre théorie sur la conversion de l'énergie électrique pourrait révolutionner la science. » Nemo éteignit son appareil. À 30 ans, il était devenu un homme imposant, au regard profond et à la parole rare. « Ce n'est qu'une étape, professeur Aronnax. » The old professor, father of the narrator of 20,000 Leagues Under the Sea, smiled. "You never publish your discoveries. Why so much secrecy? Knowledge is power, Professor. I choose carefully those to whom I entrust it." Aronnax shook his head. "Science should be universal. Just like freedom." Nemo carefully stored his notes in a leather briefcase. Yet the nations that claim to be civilized deny this freedom to half the world. Le vieux professeur, père du narrateur de 20 000 lieues sous les mers, sourit. « Vous ne publiez jamais vos découvertes. Pourquoi tant de secrets ? La connaissance est un pouvoir, professeur. Je choisis avec soin ceux à qui je le confie.
Aronnax secoua la tête. La science devrait être universelle. Tout comme la liberté. Nemo rangea soigneusement ses notes dans une serviette en cuir. Pourtant, les nations qui se prétendent civilisées refusent cette liberté à la moitié du monde. You speak of your country? I speak of all peoples enslaved by European empires. Nemo closed his briefcase with a sharp gesture. Do you know why I chose this name, Nemo? It's nobody in Latin, I believe. Exactly. I am nobody, and I am everyone. Every slave, every oppressed person, every man deprived of his dignity. Vous parlez de votre pays? Je parle de tous les peuples asservis par les empires européens. Nemo ferma sa serviette d'un geste sec. Savez-vous pourquoi j'ai choisi ce nom, Nemo? C'est personne en latin, je crois. Exactement. Je ne suis personne, et je suis tout le monde. Chaque esclave, chaque opprimé, chaque homme privé de sa dignité. The professor looked at his student with concern. Revolution brings only blood, my friend. And submission brings only chains. Nemo bowed slightly. Goodbye, Professor. I leave for Germany tomorrow. I still have much to learn. As he left, he passed a young student to whom he gave a brief nod. Le professeur regarda son élève avec inquiétude. La révolution n'apporte que du sang, mon ami. Et la soumission n'apporte que des chaînes. Nemo s'inclina légèrement. Au revoir, professeur. Je pars pour l'Allemagne demain. Il me reste encore beaucoup à apprendre. En sortant, il croisa un jeune étudiant auquel il adressa un bref signe de tête. Pierre, murmured the professor when the door had closed, remember this name well, Nemo. You will hear of him, I am certain. Young Pierre Aronnax, who would later recount his voyage aboard the Nautilus, nodded, intrigued by this stranger with eyes of fire. Pierre, murmura le professeur quand la porte se fut refermée, retenez bien ce nom, Nemo. Vous entendrez parler de lui, j'en suis certain. Le jeune Pierre Aronnax, qui racontera plus tard son voyage à bord du Nautilus, hocha la tête, intrigué par cet étranger au regard de feu. Bundelkund, 1857. The Sepoy Mutiny was ablaze across India. In his ancestral palace, Prince Dacca returned to the country after 20 years of study in Europe, presided over a war council. His scientific knowledge had enabled the rebels to modernize their armament, but the news was bad. A messenger entered hurriedly and bowed. Bundelkund, 1857. La révolte des Sipahs embrasait l'Inde. Dans son palais ancestral, le prince Dacca, revenu au pays après 20 ans d'études en Europe, présidait un conseil de guerre. Ses connaissances scientifiques avaient permis de moderniser l'armement des rebelles, mais les nouvelles étaient mauvaises. Un messager entra précipitamment et s'inclina. Speak, ordered Dacca. Highness, the English have retaken Delhi. They are executing all suspects. A murmur of horror ran through the assembly. And Cawnpore, asked Dacca, tense. The messenger lowered his eyes. Fallen, Highness. Our people were massacred. Dacca rose abruptly. And my family? My wife? My children? The messenger's silence was more eloquent than words. Parle, ordonna Dacca. Altesse, les Anglais ont repris Delhi. Ils exécutent tous les suspects. Un murmure d'effroi parcourut l'assemblée. Et Cawnpore, demanda Dacca tendu. Le messager baissa les yeux. Tombez, Altesse. Les nôtres ont été massacrés. Dacca se leva brusquement. Et ma famille? Ma femme? Mes enfants? Le silence du messager fut plus éloquent que des mots. Dacca staggered, as if struck to the heart. They were at Cawnpore for your son's treatment, the messenger finally murmured. The English spared no one. A captured English officer was brought before the prince. The man trembled but maintained a proud dignity. Colonel Spencer, said Dacca in a strangely calm voice. Explain to me why doctors, women and children deserve death. Dacca chancela, comme frappé en plein cœur. Ils étaient à Cawnpore pour les soins de votre fils, murmura finalement le messager. Les Anglais n'ont épargné personne. Un officier anglais captif fut amené devant le prince. L'homme tremblait mais gardait une dignité altière. Colonel Spencer,
dit Dakar d'une voix étrangement calme. Expliquez-moi pourquoi des médecins, des femmes et des enfants méritaient la mort. War is cruel, Highness, replied the officer. Your rebels committed atrocities at Meerut. Rebels? Dakar approached. I am a rebel for wanting freedom from my people? My wife was a rebel? My 4-year-old son? I did not give those orders. No. You simply obey orders. Like all the executioners in history. La guerre est cruelle, Altesse, répondit l'officier. Vos rebelles ont commis des atrocités à Meru. Des rebelles? Dakar s'approcha. Je suis un rebelle pour avoir voulu la liberté de mon peuple? Ma femme était une rebelle? Mon fils de 4 ans? Je n'ai pas donné ces ordres. Non. Vous obéissez simplement aux ordres. Comme tous les bourreaux de l'histoire. The colonel straightened. What will you do with me? Against all expectation, Dakar gestured toward the door. Leave. Tell your masters that Prince Dakar died today with his family at Cawnpore. The officer, stunned, did not move. Leave, thundered Dakar. Le colonel se redressa. Qu'allez-vous faire de moi? Contre toute attente, Dakar fit un geste vers la porte. Partez. Dites à vos maîtres que le prince Dakar est mort aujourd'hui avec sa famille à Cawnpore. L'officier, stupéfait, ne bougea pas. Partez, tonna Dakar. When the Englishman had disappeared, a lieutenant approached. Highness, why did you free him? Because from now on, I am no longer Prince Dakar. His eyes were dry, but his soul bled. I am Nemo, nobody. And soon I will disappear from the world sight to better fight it. Quand l'Anglais eut disparu, un lieutenant s'approcha. Altesse, pourquoi l'avoir libéré? Parce que désormais, je ne suis plus le prince Dakar. Ses yeux étaient secs, mais son âme saignait. Je suis Nemo. Personne. Et bientôt, je disparaîtrai aux yeux du monde pour mieux le combattre. A secret shipyard, somewhere in Norway, 1865. In an isolated cove of the Norwegian fjords, a strange construction was taking shape. A submarine like the world had never seen. Nemo, aged before his time, supervised the work. A Norwegian engineer approached him with plans. Captain, the diving tanks are installed. The Nautilus will be able to reach depths never explored. What about the armor? Triple steel hull, as you requested. No ship in the world will be able to damage it. Un chantier secret, quelque part en Norvège, 1865. Dans une crique isolée des fjords norvégiens, une étrange construction prenait forme. Un sous-marin comme le monde n'en avait jamais vu. Nemo, vieilli avant l'âge, surveillait les travaux. Un ingénieur norvégien s'approcha de lui avec des plans. Capitaine, les réservoirs de plongée sont installés. Le Nautilus pourra atteindre des profondeurs jamais explorées. Qu'en est-il du blindage? Triple coque d'acier, comme vous l'avez demandé. Aucun navire au monde ne pourra l'endommager. Nemo nodded with satisfaction. And the electric propulsion? Your calculations were perfect. The sodium batteries perform beyond our hopes. The captain contemplated the streamlined hull that gleamed under the pale Norwegian sun. In 2 months, we will take to the sea, he murmured. And never again will we set foot on the soil of civilized nations. Nemo hocha la tête avec satisfaction. Et la propulsion électrique? Vos calculs étaient parfaits. Les batteries au sodium fonctionnent au-delà de nos espérances. Le capitaine contempla la coque fuselée qui luisait sous le pâle soleil norvégien. Dans 2 mois, nous prendrons la mer, murmura-t-il. Et jamais plus nous ne foulerons le sol des nations civilisées. The engineer seemed troubled. Captain, after all these years of working together, may I ask you a question? I'm listening, Olaf. Why? Why renounce the world? Nemo fixed his gaze on the horizon. I do not renounce the world, my friend. I renounce its corruption, its injustices. Under the sea, we will create our own society, based on equality and justice. Some will call you a pirate. L'ingénieur parut troublé. Capitaine, après toutes ces années de travail ensemble, puis-je vous poser une question? Je vous écoute, Olaf. Pourquoi?
Pourquoi renoncer au monde? Nemo fixa l'horizon. Je ne renonce pas au monde, mon ami. Je renonce à sa corruption, à ses injustices. Sous la mer, nous créerons notre propre société, basée sur l'égalité et la justice. Certains vous traiteront de pirate. I am not a pirate. Nemo's voice hardened. I am an enforcer of justice. I take only what nations have stolen from others. I sink only ships that carry the fruits of colonialism and oppression. The engineer shivered at the intensity of his gaze. Will there be a possible return? He asked softly. Je ne suis pas un pirate. La voix de Nemo se durcit. Je suis un justicier. Je ne prends que ce que les nations ont volé à d'autres. Je ne coule que les navires qui transportent les fruits du colonialisme et de l'oppression. L'ingénieur frissonna devant l'intensité de son regard. Y aura-t-il un retour possible? Demanda-t-il doucement. For the first time in a long while, a shadow of a smile passed over Nemo's austere face. For me, no. My path is set. But you, Olaf, you can leave us when the Nautilus is completed. Your family awaits you. My family understands my commitment to you. Pour la première fois depuis longtemps, une ombre de sourire passa sur le visage austère de Nemo. Pour moi, non. Mon chemin est tracé. Mais vous, Olaf, vous pourrez nous quitter quand le Nautilus sera achevé. Votre famille vous attend. Ma famille comprend mon engagement auprès de vous. Nemo placed a hand on the engineer's shoulder. 8 years ago, when you found me half dead on this beach, you saved me without asking questions. You helped me build my dream. But do not sacrifice your life for my vengeance. It's not just vengeance, protested Olaf. It's a vision. A new world under the seas. Nemo posa une main sur l'épaule de l'ingénieur. Il y a 8 ans, quand vous m'avez trouvé à moitié mort sur cette plage, vous m'avez sauvé sans me poser de questions. Vous m'avez aidé à construire mon rêve. Mais ne sacrifiez pas votre vie pour ma vengeance. Ce n'est pas que de la vengeance, protesta Olaf. C'est une vision. Un monde nouveau sous les mers. Nemo looked long at the Nautilus, this technological marvel born of his pain and his genius. A new world, perhaps. Or perhaps, he murmured so low that the engineer barely heard him, perhaps it's just a magnificent coffin for a man already dead. Nemo regarda longuement le Nautilus, cette merveille technologique née de sa douleur et de son génie. Un monde nouveau, peut-être. Ou peut-être, murmura-t-il si bas que l'ingénieur l'entendit à peine, peut-être n'est-ce qu'un magnifique cercueil pour un homme déjà mort. A few months later, the Nautilus took to the sea. Professor Pierre Aronnax, decades after encountering this enigmatic stranger in his father's office, would find himself prisoner aboard the most mysterious submarine that had ever sailed the oceans. The rest, as we know, belongs to literature. Quelques mois plus tard, le Nautilus prenait la mer. Le professeur Pierre Aronnax, des décennies après avoir croisé cet énigmatique étranger dans le bureau de son père, se retrouvera prisonnier à bord du sous-marin le plus mystérieux qui ait jamais sillonné les océans. Le reste, on le sait, appartient à la littérature.